Eh bien, bonsoir à tous. Écoutez, moi je suis extrêmement heureuse et aussi extrêmement émue d'être à cette place aujourd'hui. Et avant toute chose, je voulais commencer par vous remercier. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci à l'école d'architecture de m'accueillir dans un amphithéâtre que je connais bien. Et merci au fond de D'autres Façons Quartus. Pour moi, c'est un véritable honneur d'avoir été invitée à parler sur ce cycle de conférences. Donc voilà, merci à tous. En guise d'introduction, je vais commencer par vous présenter l'agence pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore. Alors, Ngivri, qu'est-ce que c'est? Ngivri, c'est tout d'abord une équipe. C'est une équipe qui n'est pas forcément énorme vis-à-vis de l'envergure de certains projets qu'on développe à l'agence, mais c'est une équipe qui est extrêmement agile, extrêmement précise et extrêmement efficace. Ngivri, c'est également un réseau de collaboration. Voilà, bien entendu, c'est des maîtres d'ouvrage, c'est des gens qui nous ont fait confiance, c'est des gens qui ont parié sur nous à une époque où on n'avait peut-être pas encore fait grand-chose. Et c'est aussi tout un réseau de partenaires. Voilà, c'est ces réseaux d'experts, ces gens avec qui... C'est moi qui fais ce bruit? Non, des réseaux d'experts, ces gens avec qui voilà, on a des ping-pong créatifs qui sont absolument passionnants et qui aboutissent à des projets qui sont juste très, très ambitieux. Et Ngivri, c'est aussi moi. Et l'école d'architecture de Paris-Belleville, ça a été une étape très importante pour moi, parce que non seulement, elle m'a donné un diplôme d'architecte, mais aussi elle m'a permis d'ouvrir un échange à Séoul, en Corée du Sud. Et ça a été une étape très fondatrice, très importante dans ma vie d'architecte. Et également, l'école d'architecture de Paris-Belleville, c'est une rencontre avec Pierluigi Falucci, professeur de cette école, chez qui j'ai eu la chance de faire mes armes et qui m'a notamment appris à me battre pour la qualité architecturale. Ngivri, c'est aussi des projets. Donc, en préparant la conférence, on s'est rendu compte qu'en fait, on était à l'indice 99 des projets sur le serveur. Alors, rassurez-vous, ils n'ont pas tous abouti. Hein. On s'est amusé aussi à voir ça en mètres carrés. Ça veut dire 188 000 mètres carrés de surface de projet. Et ça veut dire 297 millions de coûts travaux hors taxes. Dans ces 99 projets, il y en a qui sont plus emblématiques que d'autres. Les voici. Dans ces projets emblématiques, voici ceux qui traitent de la régénération de la ville. Et voici ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, parce qu'ils traitent une problématique qui m'est chère, c'est révéler l'intelligence constructive. Alors, révéler l'intelligence constructive, qu'est-ce que c'est? Révéler l'intelligence constructive, c'est s'inscrire à la suite de celles et ceux qui nous ont précédés. Et révéler l'intelligence constructive, c'est comprendre tous les contextes. Et un jour, Françoise Fromuno m'a appris qu'avant toute chose, il fallait d'abord comprendre ce sur quoi on allait travailler. Et je crois que depuis ce jour-là, je n'ai jamais cessé de suivre ce beau conseil. Donc, révéler l'intelligence constructive, c'est aussi transformer une architecture et la révéler avec frugalité et avec des ambitions environnementales qui nous sont fortes. Alors, pour nous, l'environnement, c'est pas juste des labels. C'est vraiment un engagement et une responsabilité que nous avons en tant qu'architectes. Donc, du coup, révéler l'intelligence constructive, on va l'aborder sous 4 thématiques. Les patrimoines remarquables, les nouveaux fonciers, les nouveaux usages et les limites. Alors, on commence avec un patrimoine remarquable, le bâtiment Orion. Alors Orion, qu'est-ce que c'est? Orion, c'est une aventure juste magique. En fait, c'est un des derniers bâtiments Jean Prouvé qui restait à réhabiliter à Paris. Et on a eu la chance de gagner le concours, mais aussi de travailler avec une maîtrise d'ouvrage exceptionnelle qui nous a fait confiance sur un bâtiment qui est plus qu'emblématique pour elle, parce qu'en fait, c'était le siège historique social de Paris-Seine. Et donc du coup, moi j'aime bien cette anecdote, mais quand j'ai visité pour la première fois pour le concours, je suis sortie de là et je me suis pris ce qu'on appelle une claque architecturale. Voilà, quand on est face à un maître, en fait, on n'a pas vraiment d'autre choix que de s'incliner. Et c'était une très 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 belle leçon d'humilité. Et ça m'a rappelé aussi pourquoi un jour, j'avais choisi de faire de l'architecture. Donc du coup, la maîtrise d'ouvrage, Paris-Seine que j'ai déjà présentée, et vous le voyez ici, on est en livraison avril 2024. Donc c'est un projet qui est tout neuf. Donc on va commencer par le contexte urbain. Le contexte urbain, qu'est-ce qu'on voit? On est donc sur la dalle Beaugrenelle et c'est un bâtiment qui est face à la Seine qui est ici. La dalle Beaugrenelle, qu'est-ce que c'est? C'est une opération des urbanistes des années 70 qui fait 1 km de long avec des tours de 100 mètres de haut. Et entre tout ça, des 100 mètres de haut dédiés à de l'habitation, que des logements. Et au milieu de tout ça, il y a des petits bâtiments de 3 étages qui se ramifient, qui accueillent des équipements, des bureaux, des écoles, tout ça. Alors nous, on a traité un petit bâtiment, on n'a pas fait une tour. Du coup, et on est dans un contexte urbain qui est absolument remarquable. Voilà, donc on est entre la tour Eiffel, la tour Totem, et on a une ambiance qui est absolument
absolument magique, quoi. Il y a une volumétrie qui est complètement dingue. On a des jardins suspendus, des escalators. En fait, moi, très sincèrement, à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression d'être dans le futur. Donc voilà pour le contexte urbain. Le contexte historique, pardon, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Le contexte historique, on a travaillé en étroite relation avec l'agence Graal, historien de l'architecture, et on est en pleine modernité. Donc, on est vraiment sur un urbanisme et une architecture moderne qui veut un zonage vertical en lieu et place du zonage horizontal qu'on avait connu jusqu'à présent. Et le bâtiment Orion, c'est un manifeste. C'est un manifeste parce qu'en fait, il va user de tout le langage des bâtiments modernes, c'est-à-dire le pilotis, la façade libre, le plan libre, la façade rideau et la façade bandeau et bien entendu la toiture terrasse. Donc voilà, donc nous, comment est-ce qu'on a trouvé, après avoir fait tous ces contextes, dans quel état est-ce qu'on a trouvé le bâtiment? Donc l'état existant. L'état existant, donc le bâtiment, il était livré en 1973 et ben, il a subi des petites campagnes de réhabilitation. Les années 80, les années 90 sont passées par là et bah, c'était pas super. Ça lui a fait un peu pas trop du bien. Il était un petit peu amoché à l'extérieur, à l'intérieur. Et pour nous, en fait, il y avait vraiment une posture qui était très simple, c'était de se dire on va travailler sur l'ADN du bâtiment, on va répertorier quels sont les éléments qui sont à conserver, les éléments d'origine qui sont conservés, les éléments qui sont à transformer, et qui sont à réparer, pardon, à restaurer, et les éléments qui sont à transformer pour la mise aux normes. Et donc, du coup, ça nous donne ça, un projet. Alors, quand on est dans les projets de réhabilitation, vous allez le voir, il y a un code couleur, pardon, où en fait, le rouge, c'est pour tous les éléments qu'on va en fait déposer et sur lesquels on a enlevé, et le bleu, c'est tout ce qu'on va rajouter en fait dans le projet. Donc, on voit bien ici sur le red dalle, le red dalle qui était en fait complètement obstrué, et donc nous, notre projet, ça consiste vraiment à le libérer et à retrouver cette sensation de légèreté. Ça s'exprime ici sur cette image où on voit bien voilà, un escalier signé Jean Prouvé avec voilà, tout est suspendu et il y a quelque chose qui flotte en fait, dans cet espace. Et notre volonté, c'était vraiment de retrouver cette transparence du red dalle. On passe dans les étages supérieurs maintenant. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on voit que c'était très cloisonné, très partitionné. Bah, nous, on a mis un petit peu de clair. On a conservé dans les noyaux les fonctions support d'origine, c'est-à-dire la technique, et on a libéré l'intégralité des plateaux. Et ça permet d'avoir voilà, un espace qui est complètement fluide, un espace qui est complètement libéré. Voilà, on retrouve en fait ces bandeaux qui sont filants et cette façade qui du coup retrouve ses lettres de noblesse. Et bien entendu, tous les traitements des angles avec ces salles qui sont atypiques, avec des vues imprenables sur la Seine, et vous êtes vraiment dans quelque chose de très impressionnant. Le passage par la coupe forcément, parce qu'on est sur un urbanisme de dalle, donc il y a ce qui va se passer au-dessus et en dessous de la dalle. La maîtrise d'ouvrage est bien placée pour savoir. Et donc du coup, voilà le projet. Et cette image-là que je trouve assez parlante, parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'on a le bâtiment qui est en porte-à-faux et en belvédère voilà, sur le front de Seine. Il y a les voitures qui passent en dessous, les tours qui passent au-dessus. Enfin, voilà, c'est quand même assez atypique pour un projet parisien. Et la coupe dans l'autre sens maintenant. Donc on se rend bien compte du patio central qui prend sa place structurante. Et du coup, voilà, cette image ici qui nous permet en fait le patio central qui est le cœur du bâtiment. Et c'est là où en fait va se concentrer toutes les énergies et il va y avoir voilà, beaucoup de végétation et beaucoup de choses qui vont tourner autour de ce cœur. Les façades maintenant, alors qu'est-ce qu'on a fait? Les années 80, ils avaient changé tous les châssis, je pense, pour des raisons thermiques et ils avaient perdu un petit peu les choses. Et nous, avec le travail patrimonial qu'on a fait, on a restauré en fait les ouvrants d'origine, on a restauré la transparence au red dalle et en fait on retrouve voilà, des profils qui sont très fins, et une architecture qui se remet en fait dans une transparence et dans des volontés d'origine. J'aime beaucoup cette photo, parce que en fait elle illustre très bien le matériau de la façade. Quand Jean Prouvé a fait ce bâtiment, il était un petit peu à la fin de sa vie, enfin pas à la fin de sa vie, mais il avait déjà bien avancé dans sa carrière et il maîtrisait très bien la préfabrication des panneaux Jean Prouvé, qui sont en fait 2 panneaux d'aluminium avec de l'isolant à l'intérieur. Et on voit bien ici, donc les panneaux à la livraison en 1973 faisaient 4 cm d'épaisseur. Donc on peut se dire qu'à cette époque, ils n'avaient pas les mêmes ils n'avaient pas les mêmes problèmes environnementaux. Et on voit bien ici le ruban métallique qui se transforme et qui vient en fait ceinturer l'intégralité du bâtiment. J'aime beaucoup aussi cette image parce que voilà, Jean Prouvé, à la manière d'Aldo Van Eyck, ils font partie de ces génies qu'il arrive tout simplement à faire chanter le point d'appui. Et ça, c'est quand même assez fort. La coupe perspective maintenant, qui permet en fait de synchroniser tous les éléments. On voit bien ici donc le red dalle qui est extrêmement transparent et on voit bien donc les effets de lévitation
qu'on a souhaité retrouver dans le bâtiment. Les étages donc, qui flottent, le patio qui est central. Et on voit bien ici en fait la nature des planchers. Et donc à l'époque, les planchers étaient actifs, donc tout se passait par le plafond. Et en fait, donc c'est assez pratique, Jean Prouvé, il avait utilisé des poutres alvéolaires. Donc on fait passer toute la technique et puis c'est assez bien pour la réhabilitation. Puis quand on a commencé à travailler sur le projet pendant le concours, on allait aux archives, on a vu qu'il y avait des réservations qui étaient plus grandes que ce qu'il y avait besoin. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et en fait, les réservations d'hier, elles accueillent la technique d'aujourd'hui. C'est un petit peu comme s'il avait anticipé la réhabilitation. Et ça, c'était ma deuxième claque architecturale. Les coupes environnementales maintenant, donc on voit bien aussi dans la volumétrie du bâtiment, avec ce patio central dont je vous ai déjà parlé, en fait on a des espaces qui sont traversants et donc du coup il y a un balayage naturel qui se fait, il y a une ventilation naturelle qui peut se créer et donc du coup non seulement il avait anticipé la réhabilitation mais en plus il était bioclimatique avant l'heure, donc voilà encore pas mal. Et la question du réemploi. Donc ça, c'était quelque chose qui était important pour nous dans le projet. Il faut savoir que Orion, c'est les cuisseurs environnementaux poussés au maximum. Donc du coup, le réemploi, c'était vraiment une occasion d'agir très efficacement sur le carbone. Et c'était quelque chose qu'on a mis en place et qui nous a valu à cœur avec Mobius, qui a été très présent sur l'opération. Et donc du coup, on a réemployé au maximum in situ. On pris tout ce qu'on n'a pas pu réemployer sur le site, on l'a envoyé dans des filières de réemploi et on a aussi fait du sourcing pour pouvoir avoir des matériaux de réemploi d'autres projets. Donc ça, c'était un challenge un petit peu complexe pour les entreprises parce qu'il y en avait qui n'avaient pas vraiment l'habitude, mais on y arrivait et aujourd'hui, on a obtenu les labels qu'on avait visés au départ. Donc je pense que c'est une très belle réussite. Je vous amène avec moi dans le chantier. Alors, on a commencé comme ça. C'était un peu le bazar. Donc voilà, on a commencé à déposer plein de choses. Et après, on a commencé à faire l'amiante avec un maîtrise d'œuvre désamiantage qui nous a beaucoup aidé, qui est là aussi ce soir. Et on a donc du coup, pas la même ambiance. Et donc du coup, on est dans quelque chose de plus feutré. Et après, la désamiantage, on a enfin eu le curage. Et donc là, on a récupéré en fait le bâtiment avec, voilà, on voit la spatialité qui arrive, il y a tout qui est dégagé, il y a ces mouvements qui sont assez beaux. Et on voit voilà, le mur rideau qui se révèle, la transparence, la lumière, et on voit qu'en fait, tout fonctionne bien. Et les hypothèses de projet qu'on avait faites au début fonctionnent. On commence le chantier, donc du coup, on fait passer les réseaux, on fait passer plein de choses. Il y a plein d'attentes qui se passent, donc c'est un peu le bazar. Et on travaille sur ces salles, qui sont des salles qui sont très très importantes, parce que c'est vraiment des salles, voilà, à chaque angle, vous avez 4 salles, et qui sont absolument magnifiques. Et elles ne sont pas simples à réhabiliter parce qu'en fait, voilà, il y avait plein de sujets. Et donc, du coup, voilà, comment est-ce qu'on dépose des menuiseries en même temps qu'on des amiantes, en même temps qu'on fait plein de choses. Donc voilà, il s'est passé plein de péripéties. Je vais faire un petit aparté sur les détails techniques parce que Orion, c'est aussi des détails techniques. Et en fait, ce châssis, que vous avez vu en périphérie de tout, il a l'air de rien. Mais en fait, aujourd'hui, dans cette forme d'origine, avec le vent d'origine, vous ne pouvez plus le faire. Et du coup, ça veut dire qu'on a dû réouvrir une filière chez un fabricant. Et donc, ça a été des études et des études avec notre bureau d'études façade et aussi avec l'entreprise et nous-mêmes aussi pour se mettre au point. Et on s'est tous retrouvés à 8h30 du matin à Rambouillet, c'était charmant. Et on a vérifié que les tests AEV, donc les tests eau, air et vent, sont passés. Et ça a passé, donc c'était un très très grand moment du chantier. Et une belle prouesse technique de retrouver ces ouvrants d'origine avec des profils qui sont extrêmement fins et qui sont beaucoup plus fins que ce qui avait été fait par avant. Deuxième détail technique sur lequel je voulais m'arrêter, c'est les murs rideaux que vous avez vus au Rez-de-Dalle et dans le patio. Les murs rideaux existants, ils sont dessinés ici avec des raidisseurs Jean Prouvé. Donc quand il y a Jean Prouvé qui a fait un dessin avec un raidisseur absolument magnifique, on réfléchit à 2 fois avant de le mettre à la poubelle. Et en fait, à l'époque, il faisait les murs rideaux à l'envers de ce qu'on les fait aujourd'hui. C'est-à-dire le raidisseur, il est à l'extérieur. Aujourd'hui, on met le raidisseur à l'intérieur. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait avec tout ça et qu'on arrive à avoir une façade qui soit thermiquement et environnementalement viable? On se creuse la tête et on fait beaucoup d'études d'exé, on y arrive et on se bat aussi beaucoup avec l'entreprise et les différentes entreprises également de second œuvre pour leur dire vous allez scier le marbre, mais vraiment au cordeau comme ça. Et on va faire rentrer le pied du mur rideau là-dedans. Et comme ça, on va avoir quelque chose de très horizontal et qui va absolument bien s'intégrer et reprendre l'esprit de Jean Prouvé. Alors, ces murs rideaux, non seulement il a fallu faire ça pour mettre au point la détail technique, mais après, comme on est sur une dalle, il faut acheminer les vitrages. Et les vitrages, ils font 3,50 m par 3,50 m. Et une dalle, en fait, ça porte plein de choses, mais ça porte pas tout. Et on ne pouvait pas avoir 2 vitrages au même endroit sur la dalle. Donc, du coup, il a fallu les acheminer un par un, les trimballer avec des chevalets et ensuite les monter ici. Donc, voilà, c'était aussi une prouesse du chantier qui était pas forcément évidente.
Mais on a réussi et on en est très heureux. Donc la réception avec réserve, parce que c'est une réception, ce n'est pas une livraison, donc il reste encore 2-3 petites choses à lever. Et je vous montre voilà, les photos qu'on a, mais donc les photos datent de la semaine dernière, donc il reste encore 2-3 petites bricoles. On voit bien ici le raid dalle qui est complètement libéré, avec ces deux verrières qui retrouvent leur dessin d'origine, et donc voilà cette transparence et cette lumière qui arrive du dessus. On voit bien ici donc voilà les murs rideaux avec ce que je vous expliquais sur le détail, et puis cette diagonale comme ça. Alors ça c'est des panneaux qui sont existants, et puis nous voilà on a continué cette diagonale pour continuer en fait l'esprit du projet et sublimer un petit peu cette intelligence. Les plateaux de superstructure, donc on voit bien l'enchaînement des fenêtres, et ici de l'autre côté voilà ces baies vitrées qui se retrouvent. Et je trouve qu'il y avait quelque chose de très malin chez Jean Prouvé aussi dans son dessin de façade, c'est que pour des bureaux, en fait, vous pouvez être soit extrêmement cloisonné, soit extrêmement ouvert, tout marche très bien. Et donc du coup, il y a la question de la cellule. On voit bien ici, vous avez une fenêtre, un bureau, une fenêtre, un bureau, une fenêtre, un bureau. Donc on a joué le jeu avec les faux plafonds pour justement pouvoir cloisonner et partitionner aussi comme ça. Et du coup, j'aime beaucoup ce triptyque parce qu'on voit bien voilà, cette vue sur la Seine, cette vue sur la Tour Eiffel et cette vue sur la dalle Beaugrenelle qui illustre assez bien les ambitions du projet à l'époque. Les espaces de circulation, donc ici voilà, donc ça se dégage et on a retrouvé les couleurs d'origine de Jean Prouvé, ce qui n'était pas évident non plus. Et voilà, la fameuse salle dont je vous parlais tout à l'heure, qui du coup est quasiment terminée. Voilà pour le premier projet. On va passer sur un deuxième projet, c'est les nouveaux fonciers. Alors, Murmure. Murmure, qu'est-ce que c'est? Murmure, c'est un projet qui n'est pas classique. Murmure, c'est un projet qui est extraordinaire. Murmure, c'est une édition de Réinventer Paris 2. Réinventer Paris 2, c'était réinventer les sous-sols de Paris. Donc c'est en fait comment est-ce qu'on va trouver des nouveaux fonciers et ici, du coup, dans les sous-sols. Alors, on a eu la chance d'être lauréat et c'est une épopée. On n'est pas dans l'aventure en fait. À Murmure, c'est quasiment une épopée en fait. Et c'est une épopée qui est fantastique parce qu'en fait, elle nous ramène aux fondamentaux de l'architecture, à savoir l'espace, la matière et la lumière. Du coup, on a travaillé avec la maîtrise d'ouvrage qui est Batipar, qui nous a fait confiance sur un bâtiment d'envergure où on n'avait quand même pas fait grand-chose. Et parce que c'est un bâtiment quand même, c'est une restructuration de plus de 8000 m². Et on est actuellement en chantier. La livraison, c'est pour l'année prochaine. Le programme de Murmure, parce qu'il faut quand même en parler. Murmure, donc du coup, c'est un cluster des métiers du son. C'est un cluster des métiers du son. Donc en fait, à Murmure, donc on réinvente les sous-sols. Donc l'idée, c'est vraiment de venir mettre ici un studio d'enregistrement de très haute performance. L'idée, c'est de concurrencer le Abbey Road des Beatles. Alors, est-ce qu'on y arrivera, on n'y arrivera pas, je ne sais pas, mais voilà. Et donc, c'est un énorme studio avec de plus de 400 m², puis de 8 mètres de hauteur libre sous structure, qui va du coup se dégager dans les sous-sols. Ça veut dire qu'en fait, on va baisser le niveau de moins 10 mètres en dessous du niveau de la rue, ce qui est quand même pas rien en termes de prouesse technique. Voilà, donc ça c'est pour le programme. Dans les autres sous-sols, il y a d'autres studios qui se baladent et qui sont plus rock, plus amateurs, avec tout un mode de production de la musique. Au rez-de-chaussée, vous avez une rue intérieure qui est dans l'image des passages couverts parisiens. Donc voilà, il va y avoir des luthiers, des commerces, des restaurants, des bars musicaux. Et en superstructure, vous avez 6 plateaux qui sont dédiés à du coworking, donc à des bureaux, mais qui sont dédiés au métier du son. Et en fait, ça veut dire que sur ces plateaux, vous allez avoir le tour manager, le producteur, l'avocat en propriété intellectuelle et le graphiste qui est en train de faire la prochaine album des Daft Punk qui sont en train d'enregistrer une web radio sur la toiture. Alors à l'époque du concours, Daft Punk, ils n'étaient pas encore séparés, donc j'avais insisté pour qu'ils soient sur l'image. Maintenant, ils sont séparés, je crois qu'ils vont se remettre ensemble. Enfin, j'ai pas tout compris, mais voilà, en tout cas, vous avez ça, c'est l'intégralité du programme. Le contexte urbain. Donc on est en plein 11e arrondissement. Donc un arrondissement qui est extrêmement quand même un peu dense, hein, voilà, comme tous les arrondissements de Paris. Et on voit bien ici la massivité de Murmure. Le Murmure, c'était un des rares sites de Réinventer Paris où il y avait un bâtiment superstructure. Donc du coup, ça faisait aussi un challenge en plus quand on réinvente les sous-sols. Le contexte historique maintenant. 1929, on est à la livraison du poste Nation 1. Donc c'est un poste de transformation d'électricité, donc c'est un bâtiment qui a presque 100 ans. C'est un des premiers bâtiments en béton armé de Paris et il est un petit peu le reflet de la technologie de son époque. Alors, en 1930, voilà, le béton armé, c'était quand même la super technologie, quoi. Et donc du coup, à l'intérieur, on voit bien voilà, cette volumétrie. La première fois que je suis rentrée dedans, pareil, un espèce de choc. On est face à une cathédrale de béton avec des vitres de plus de 25 mètres de haut et une spatialité qui est absolument vertigineuse. L'état existant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 100 ans, il s'est passé plein de choses.
Murmure, il y avait beaucoup de façades qui étaient trop obstruées, pardon, et on est face à un bloc qui est très opaque, très étanche et pas du tout perméable. Et en fait, nous, nos intentions de projet, elles étaient assez simples. Il fallait tout simplement retrouver le génie du lieu et en fait retrouver le volume capable et le réinscrire dans des problématiques qui soient contemporaines. Le projet maintenant. Alors, j'aime beaucoup ces schémas parce que c'est moi qui les ai faits au moment du concours. Et en fait, ils sont toujours valables aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on peut quand même se féliciter quand on arrive à tenir ces ambitions de projet jusqu'au bout. Et notamment celui-ci. Voilà, donc moi, quand on m'a demandé de travailler pour la première fois sur Murmure, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est très simple, il fallait faire un cut, comme ça. Il fallait couper le bâtiment et venir faire descendre la lumière jusqu'en dessous du niveau de la rue. Et vous allez voir, c'est ce qu'on a toujours réussi à garder. Le travail sur le rez-de-chaussée, donc pareil, le code couleur rouge-bleu, vous l'avez en tête. Donc voilà, comment est-ce qu'on intervient sur le rez-de-chaussée. Et en fait, ce qu'on voit bien ici, c'est que Murmure, donc c'est une structure. C'est une structure porteuse, c'est des poteaux et des poutres en béton dans lesquels on va s'insérer et avec lesquels on va travailler. Donc en fait, tous les plans se calent sur la trame porteuse, tout se règle sur la trame porteuse et tout travaille avec cette trame porteuse. Et donc du coup, voilà, le rez-de-chaussée avec cet espace-là, donc cette rue intérieure qui est dans l'imaginaire des passages couverts parisiens et qui permet de ramifier l'intégralité des programmes. Et on voit bien donc cette lumière qui arrive du sommet et qui descend avec un plancher de verre qui est ici jusque dans les sous-sols qu'on va voir juste maintenant. Les sous-sols, du coup, premier sous-sol. Donc on voit bien qu'on va déposer des choses et les poteaux dont je vous parlais qu'on a conservés. On ramifie des studios tout autour de ces poteaux et on va garder ce vide central. Ce vide central, en fait, on va avoir une nef qui va être basse et en fait, on va pouvoir ramifier l'intégralité des programmes de manière transversale autour de ce vide central. Sous-sol 2 maintenant, donc on redescend encore dans les sous-sols, on est à moins 10 mètres en dessous du niveau de la rue. Là, vous avez le plancher bas du grand studio A dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus de 400 mètres carrés. Et donc, du coup, voilà, qui va pouvoir accueillir un symphonique, on l'espère, très bientôt. On passe dans les étages maintenant, avec un plan d'étage courant qui n'était pas évident. Donc, Murmure, il y avait plein de choses, avec des chemins de câbles, des trucs et tout. Donc, il fallait vraiment inventorier qu'est-ce qui était de la structure, qu'est-ce qui ne l'était pas. Et voilà, donc on conserve encore une fois ces poteaux, on garde cette nef centrale et on vient organiser l'intégralité des programmes tout autour de ce vide. Et donc, du coup, on a des plateaux de bureau qui sont de qualité d'usage, qui sont quand même assez implacables, parce qu'ils sont traversants aussi. La coupe, je vous laisse regarder où est-ce est la ligne ici. Donc ça, c'est l'état existant, l'état projeté. On a fait un petit peu de choses quand même entre le avant et le après. Et donc on voit bien la grande volumétrie et la grande spatialité que l'on souhaite faire. J'aime beaucoup cette image parce qu'en fait, elle synthétise un petit peu tous les éléments qu'on a mis dans Murmure. C'est-à-dire cette lumière qui va traverser l'intégralité des planchers de verre et aller jusqu'au sous-sol. Et en fait, ici, il n'y a rien, mais en fait, il y a tout. Vous avez du vide, vous avez de l'espace, de la matière, de la lumière. La coupe environnementale, en fait, Murmure, du coup, avec nos intentions de projet, donc bien sûr, les sous-sols, ils sont bien isolés et ça, il n'y a pas de sujet. Mais toute l'intervention qu'on fait en superstructure permet d'avoir des plateaux qui sont traversants et du coup, d'avoir de la ventilation naturelle. Et c'est un bâtiment qui va se passer de climatisation. Les façades maintenant, la façade historique. Le projet de la façade historique et comment est-ce qu'en fait on vient retrouver la polychromie d'origine. Donc ça, c'est vraiment travailler avec les archives et de se dire, en fait, aujourd'hui, parce qu'ils avaient peint le bâtiment, je ne sais pas trop quand, il était tout blanc, il est tout blanc aujourd'hui. Et en fait, il y a une vraie polychromie qu'on trouve aujourd'hui en chantier, donc on est absolument ravis. Les façades latérales, donc vous le constatez, elles sont extrêmement obstruées. On vient les ouvrir et on vient créer une très grande transparence pour avoir un bâtiment qui du coup va pouvoir s'ancrer dans son environnement urbain et dialoguer avec lui. Je vous amène maintenant dans le chantier. Alors, Murmure, c'est une collection de mini-tractopelles. Vous en avez de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Je ne sais pas comment ils se promènent là-dedans. Mais voilà, il y a un peu toutes les collections de tractopelles de France et de Navarre. Et voilà. Et quand le chantier est en activité, c'est quand même extrêmement impressionnant. Il faut savoir que quand on aura un pic d'activité, il y aura quand même 100 personnes qui vont travailler en même temps sur le chantier. Donc c'est quand même un chantier de grosse envergure, on va dire. Donc là, on a terminé le curage. Donc on voit que pour la première fois, en fait, c'était un moment assez important, mais on a retrouvé de la transparence sur les latéraux et avec l'intérieur. Voilà, de l'autre côté aussi, on voit en fait les plateaux qu'on avait toujours vus dans le noir, du coup, prendre de la lumière et on se rend compte que ça fonctionne. Voilà, donc la nef centrale, avec le chantier que ça représente. On voit ici en bas, c'est le trou qu'ils sont en train de faire pour aller travailler dans les sous-sols. Donc voilà, cette grande spatialité qui fonctionne extrêmement bien. La coupe la photo dans l'autre sens aussi, donc voilà, c'est toujours Murmure, c'est toujours d'un côté et de l'autre. Et ça, c'est des phases provisoires.
Donc, en fait, ils sont en train de travailler actuellement dans les sous-sols. Ça veut dire que ces croix que vous voyez ici, en fait, ils vont les enlever. En fait, le bâtiment est en train d'être complètement remanifié, vous allez voir juste ensuite. Et donc, du coup, on a une stabilité provisoire qu'on doit tenir jusqu'au bout. Et donc, c'est des travaux qui sont quand même assez pharaoniques juste pour tenir cette infrastructure, cette superstructure en place. On voit bien ici, voilà, la nef centrale avec tous les contreventements et les choses qui sont là pour maintenir le bâtiment de manière provisoire. Et c'est quand même extrêmement impressionnant en phase chantier. Ici, on est dans la rue, donc du coup, on voit bien, c'est l'entrée de Murmure, la future porte d'accès. On rentre à l'intérieur, donc voilà, ils sont en train de faire plein de choses. Et on va descendre dans les sous-sols. Alors, les sous-sols, comment est-ce qu'on vient creuser jusqu'à moins de 10 mètres en dessous du niveau de la rue? Ben, on fait des RSO. Les RSO, c'est des reprises en sous-œuvre. Et donc, en fait, dans la première phase, on va faire des poutres comme ça, qui sont assez impressionnantes parce qu'elles font plus de 50 mètres de long. Et elles vont permettre de tenir tout le bâtiment pendant qu'on vient creuser. Donc du coup, voilà, les poteaux dont je vous parle, qu'on va venir prolonger, donc c'est ces poteaux-là qu'on va devoir prolonger. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait des reprises en sous-œuvre? Alors, on a un poteau, on lui crée des semelles provisoires en haut, en bas, et on lui met un fer. Du coup, ça veut dire qu'en fait, la descente de charge, elle passe sur le côté, elle fait comme ça, et du coup, vous pouvez faire un trou dans le poteau qui est existant, et qui porte quand même 6 niveaux au-dessus de vous. Et donc du coup, ça fait ça. Donc là, on y marque, et puis là, on fait le trou. Et ça veut dire qu'en fait, il y a des aciers de plus de 100 mètres depuis de 100 ans qui sont révélés. Donc ça, c'était un moment qui était assez fort du projet. Et donc du coup, voilà, on intervient sur chaque poteau et on vient à chaque poteau les séquencer et du coup faire passer les découper. Donc voilà, c'est ce qu'on voit encore ici. Une fois qu'on les a découpés, on va passer ces poutres. On va donc passer les ferraillages pour faire ces poutres. Donc les ferraillages, il faut savoir que les aciers sont gros comme mon bras. J'ai pas des gros bras, mais quand même. Et ils font plus de 12 mètres de long. Et pour faire finalement cette poutre qui va être coffrée, coulée, et du coup cette poutre là qui est à peu près grande comme moi et qui en fait permet de tenir tout le bâtiment et de pouvoir intervenir en dessous. Donc une fois qu'on a passé la poutre de 50 mètres de long, on enlève les fers, on enlève les semelles, et là on fait des puits blindés parce que c'est pas terminé. Donc les puits blindés, à chaque poteau que vous avez vu et sur lesquels on a travaillé, on vient creuser un trou qui se fait de la sorte. Donc on démolit la semelle et on vient creuser, on pose un cadre, on creuse et on pose du bois, des armatures en bois, pardon. Et donc du coup vous avez un trou ici qui vient se faire. Et en fait c'est très impressionnant parce qu'on le fait une fois, deux fois. Et en fait là vous êtes dans le trou, mais ce que vous avez ici en fait c'est un poteau qui est tenu, donc qui porte quand même tout un projet au-dessus et qui est tenu et qui flotte comme ça dans l'espace. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir ça. On le fait une fois, deux fois, trois fois. On vient creuser, on vient faire la fondation, on vient faire un poteau. Il faut savoir que pour faire un poteau, c'est 1 mois. En fait, il y a 2 semaines pour creuser, pour descendre. Il y a 1 semaine pour couler. Et il y a 1 semaine d'aléa parce que des fois, ça va pas tout va pas très bien. Et donc du coup, voilà, donc là on en est dans cette phase-là, qui est une phase absolument impressionnante. Et donc on est vraiment dans les sous-sols avec ce dernier mini tractopelle qui est en train de descendre pour aller creuser. Et donc du coup, oui, on fait un poteau sur 2, on les fait pas tous en même temps, sinon il y a tout qui tombe. Voilà. Donc, et j'aime bien, je voulais terminer par cette image, parce qu'en fait, voilà, tout cet effort qu'on fait sur les poteaux en infrastructure, c'est aussi au service, voilà, de ces poteaux qu'on va retrouver en superstructure, et c'est vraiment, voilà, la structure qui remonte et qui se magnifie dans tous les espaces du projet. Les nouveaux usages. Alors, Courcelles. Les nouveaux usages, qu'est-ce que c'est? En fait, nos modes de vie, je vais prendre un petit peu d'eau, nos modes de vie évoluent et nos usages changent. Donc du coup, par exemple, la place de la voiture en ville, c'est quelque chose qui évolue et qui se transforme. Pardon. Et du coup, ça libère des espaces qui n'étaient pas forcément disponibles avant et ça permet de régénérer la ville. Et c'est le cas des garages ici qu'on a ici. Le projet Courcelles, c'est un bâtiment qui est assez intéressant parce qu'on est sur un programme mixte. En fait, c'est la transformation d'un garage pour accueillir un programme mixte de bureaux et de logements qui vont se partager 8000 m² en plein 8e arrondissement. On va commencer par le contexte urbain. Du coup, on est en plein 8e arrondissement, donc c'est le boulevard de Courcelles, donc on a donc dans un tissu très haussmannien, et une parcelle qui est 100% construite, assez massive. Donc on voit bien ici voilà, l'impact de cette parcelle quand le bâtiment n'est pas transformé, c'est 12 000 m² de plancher, donc avec une épaisseur pharaonique, et comment en fait on vient transformer ça pour accueillir des bureaux et des logements. Donc on passe par le contexte historique.
Et donc c'est pareil, bâtiment des années 30. Pareil, bâtiment en béton armé de Paris, et à l'époque, donc moi j'aime beaucoup ces photos parce que c'est vraiment la place de la voiture, c'était pas du tout la même. Avoir une voiture c'était super, on la mettait en vitrine, ça s'appelait l'Imperial Garage, et voilà, tout était scénographié pour que tout le monde achète des voitures et que ce soit super. Maintenant c'est un petit peu l'inverse, et du coup on est sur un plan qu'on a retrouvé aux archives qui est assez intéressant, avec cette structure, voilà, poteau-poutre et des portées qui sont assez pharaoniques. Pour cet ensemble de 12 000 m² dans l'existant. L'état existant, donc on voit bien donc, le garage. Donc du coup, je ne sais pas comment vous faites vos créneaux à gauche, mais moi, c'est sûr que je raye toutes les voitures. Les fameuses charpentes dont je vous parlais, donc voilà, ces poteaux avec ces jambes de force, donc il y a quand même des portées de plus de 20 mètres. Hein. Donc c'est quand même pas rien d'un point de vue structure. Donc comment est-ce que voilà, on regarde ça, on travaille et on s'enrichit de tout ce qu'on peut trouver sur ce bâtiment. Et voilà, ces poteaux aussi qui sont là et qui sont détachés du mur mitoyen avec vraiment une structure qui est propre et un garage qui s'est mis comme ça et qui n'a pas du tout travaillé avec son contexte. Le projet maintenant. Alors les intentions de projet, c'est assez simple. On va faire 2 trous. En fait, on s'est basé sur la structure existante et en fait, on vient déconstruire 2 endroits du bâtiment qui sont assez significatifs parce qu'ils sont là où les poutres se rejoignent, quoi, tout simplement. Donc du coup, ça, c'est le plan de rez-de-chaussée. Et dans les étages, ça donne ça. Dans le rez-de-chaussée, pardon, ça donne ça. Donc ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, quand on vient déconstruire, en fait, on va créer de la pleine terre avec un vrai jardin. Donc un bâtiment qui était extrêmement dense, il devient en fait vertueux avec de la pleine terre et un jardin en son centre. Dans les étages courants maintenant, donc pareil, on fait 2 trous, clac. Et là, on a une équerre de logement et un T de bureau. Donc du coup, on a vraiment une mixité avec des programmes de bureaux et de logements qui se regardent, mais qui partagent voilà, une cour quand même extrêmement généreuse, qui est plantée, qui a de l'air, de la végétation, de la lumière. Moi, j'aime beaucoup cette image où on voit voilà, qu'on a vraiment venu déconstruire, mais c'est un petit peu la Mata Clark. Hein. On vient faire comme ça, clac, et on voit voilà, les structures existantes qui apparaissent et on les laisse justement se ramifier et s'exprimer en fait dans la nouvelle cour que l'on vient créer. L'expression en couple, je pense que c'est assez clair. Donc voilà, on fait clac. Et du coup, on fait un jardin de pleine terre. Et du coup, ce qui est très intéressant dans le processus que l'on fait, c'est qu'en fait, voilà, on a une coupe qui est très vertueuse dans le plan environnemental, je vais y arriver. Parce qu'en fait, on a des plateaux qui sont traversants et donc des logements et des bureaux qui peuvent user de ventilation naturelle et de dispositifs bioclimatiques qui soient passifs. La vue dans l'autre sens, on voit bien ici voilà, cette transparence qui est donnée sur le cœur d'îlot et donc du coup cette grande générosité de la proposition avec hop là, des balcons filants pour tous les logements qui bénéficient tous d'espaces extérieurs et les bureaux qui, eux, viennent chercher le nu de façade extérieure parce qu'ils ont des terrasses, on va le voir plus tard ensuite. Travail en façade, donc on n'a plus l'Imperial Garage qui était écrit aujourd'hui. Mais nous, on a retrouvé voilà, le dessin d'origine et on refait en fait la trame d'origine et l'expression de la façade en image. Cette image, elle est assez impressionnante parce que vous avez vu le bâtiment et la conséquence quand même de son ampleur. Et en fait, sur la rue, vous avez que 11 mètres de linéaire de façade. Donc c'est quand même pas grand-chose. Et voilà, c'est vraiment tout un monde qu'on vient découvrir et qu'on vient trouver en passant cette porte. Les toitures maintenant. Donc voilà, cette façade-là sur la rue, et donc du coup, voilà, ce grand monde qui se développe jusqu'en toiture, avec voilà, des toitures qui sont végétalisées et des vues qui vont être absolument sublimes sur le grand paysage parisien. Et voilà, donc des terrasses assez sympathiques pour avoir une qualité d'usage plutôt réussie, je pense. Nouveaux usages, puissance 2, Passy. Alors, Passy, c'est un concours qu'on a perdu. Mais on l'a perdu avec mention du jury. Donc du coup, je me suis dit que c'était peut-être, on n'avait pas fait de truc trop mauvais. Et c'est un projet qu'on a eu énormément de plaisir à faire. Et c'est pour ça que je vous le présente ce soir. Donc Passy, c'est une édition de Réinventer Paris 3. Et c'était réinventer les garages en bâtiments de logement. Et donc du coup, gros challenge. Et comment est-ce qu'on a fait tout ça? Contexte urbain, vous commencez à avoir l'habitude. Hein. On est sur pareil, donc là on est en plein 16e, avec un bâtiment qui est extrêmement dense, extrêmement opaque, et qui voilà, occupe encore une fois, comme Courcelles que vous venez de voir, l'intégralité de la parcelle.
Et un contexte urbain qui est assez intéressant parce qu'en fait, il dialogue. Il y avait le reste des cœurs d'îlots était assez disparate. Et donc, du coup, il y a la question des vides qui nous a tout de suite questionné dès les premières intentions de projet. Le contexte historique maintenant. Alors, donc voilà, comme à chaque fois, on passe aux archives, on va récupérer des documents et on voit, voilà, on regarde vraiment toutes les étapes d'évolution du bâtiment, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que, voilà, les évolutions, est-ce qu'il y a eu des surélévations, il n'y en a pas eu, tout ça et tout. Donc on retrouve ces documents d'archives et ce plan, encore une fois, avec voilà, donc cette structure porteuse poteau-poutre et cette file centrale qui pour nous a été un axe directeur du projet. L'état existant maintenant. Donc le bâtiment, encore une fois, il est opaque, il est extrêmement introverti, extrêmement voilà, recentré sur lui-même, il n'y a pas du tout de connexion avec son environnement. Et donc encore une fois, il faut retrouver le volume capable, le réintroduire dans des problématiques qui soient contemporaines et faire muter l'ensemble. La particularité de Passy, c'est vraiment ces grandes poutres que vous avez déjà vues tout à l'heure, mais celles-ci, elles sont quand même mastoc aussi, avec des grandes retombées. Donc voilà, comment est-ce qu'on se joue de la trame structurelle? Comment est-ce qu'on vient travailler l'ensemble pour pouvoir ramifier un programme de logement dans un bâtiment qui est extrêmement opaque? Et donc du coup, le projet, c'est assez simple. Encore une fois, on a fait des trous. Et donc on s'est posé sur la trame structurelle existante. Et en fait, on a fait 4 trous qui permettent en fait non seulement de mettre en communication les vides voisins, mais aussi de créer voilà, 4 patios qui vont accueillir de la végétation, accueillir de la pleine terre, et qui vont permettre de donner au logement des vues, de la lumière et de la végétation. On voit bien ici le travail sur la structure, qui est pour nous, bon, vous l'avez compris, je pense, assez significatif et assez important. Et donc voilà, donc comment est-ce qu'on vient sur la trame porteuse existante déconstruire des éléments, travailler avec les solides, travailler avec ça, et donc tout ça fait qu'en fait ça va générer des plans. La modularité. Alors quand on fait des plans de logement, il y a un truc qui est assez génial, c'est pas le ping-pong, mais le Tetris d'assemblage pour faire en sorte que tout fonctionne bien. Et Passy, c'était vraiment, on a pris tous énormément de plaisir à dessiner ces plans, et donc on avait trouvé un système qui était assez malin, je trouve, même si on n'a pas gagné. Qui était d'avoir un noyau central avec une desserte en étoile. Et ça permet une modularité, une flexibilité qui est énorme, parce qu'en fait, voilà, régénérer la vie, c'est très bien, mais il ne faut pas qu'on la régénère toutes les 5 minutes non plus. L'idée, c'est d'être pérenne, d'être flexible, d'être modulable et d'être adaptable. Et donc, du coup, ça donne ce plan. Ce plan, avec ce noyau central, en fait, il est assez généreux, mais en fait, ça permet de desservir jusqu'à 8 appartements par niveau. Donc, c'est quand même une économie de surface, de moyens et de techniques. Et donc, du coup, on a des appartements qui vont se ramifier de manière en étoile comme ça. Et on vient en fait avoir des appartements qui sont tous 100% traversants avec les fonctions support qui se mettent en périphérie. Du coup, on peut avoir une multitude de plans. Et on a vraiment, mais vous pouvez le faire mais autant que vous voulez. Et du coup, ça donne des appartements qui sont traversants. L'intérêt des appartements traversants, non seulement, ça fait que vous avez de la ventilation naturelle, un balayage et des espaces bioclimatiques qui fonctionnent très bien, mais aussi vous avez, voilà, vous avez une différente impression dans votre logement. Donc là, on est sur une terrasse d'un côté, on passe à l'intérieur et on se retourne en fait de l'autre côté et on voit le logement de son autre côté. Et je trouve qu'il y a vraiment tout un intérêt au logement traversant. Dès qu'on peut le faire, c'est quand même assez super. Et là, les typologies. Et en fait, ce qui était intéressant dans ce concours, c'est qu'on s'est rendu compte que, avec notre proposition, on avait des typologies qui étaient assez atypiques. Et ça, c'est parce qu'en fait, on s'est calé sur la trame existante. Vous voyez, les cloisons sont sur la trame, tout est sur la trame, tout se ramifie sur la trame, sur la sous-trame, sur tout. Et du coup, en fait, on a des appartements qui sont de très grande qualité et qu'on n'aurait peut-être pas forcément fait si on était dans un projet neuf. Et ça, c'est aussi un petit peu la beauté et la joie de la réhabilitation, quand en fait, on peut tout simplement proposer des choses qui sont différentes et on n'a pas le choix parce qu'on est obligé de faire comme ça. Et donc, du coup, un T3 ici, donc voilà, qui est extrêmement qualitatif également. Un T2, deux T2, pardon, avec... voilà, donc même les petits appartements, ça fonctionne très bien parce qu'ils ont tous des espaces extérieurs et ils sont tous adaptables et modulables. Et donc, du coup, voilà, cette façade sur la rue, donc avec le garage dans son expression de façade existante, qui est très légèrement modifiée, et du coup, à l'arrière. Donc, vraiment, cette transparence, elle était vraiment entre le cœur d'îlot et aussi entre la rue et du coup, le cœur d'îlot. Donc, voilà. Dernier projet, les dernières thématiques, les limites. Alors, et qu'on va illustrer avec le projet Aubervilliers. Alors la réhabilitation, parfois elle a ses limites. Et Aubervilliers, c'est un bel exemple de quand en fait la réhabilitation elle n'est pas possible et que du coup on doit régénérer la ville autrement.
Aubervilliers, c'est un projet qui est porté par le groupe Terreau et c'est un ensemble qui est mixte entre équipements, bureaux et hôtels. Du coup, le contexte urbain. On est en plein 19e arrondissement, à côté des rails de la SNCF, de la gare de l'Est, pardon. Et on a un bâtiment, une parcelle qui est en cœur d'îlot. On le voit mieux sur cette taxonométrie Inbern, c'est une parcelle qui a un peu une forme de casserole. Donc voilà, des fois ça arrive. Et du coup, en fait, on a un tissu urbain qui est extrêmement disparate parce qu'on a des grands bâtiments d'habitation, des écoles qui sont plus basses. Donc voilà, quelque chose de très hétéroclite et très hétérogène, assez propre au 19e arrondissement. Alors, l'état existant, qu'est-ce qu'on a? On a un bâtiment qui était un petit peu étrange, on ne savait pas trop de quoi il était fait, mais on nous avait demandé de le réhabiliter et de le transformer dans ce programme mixte. Donc du coup, on a commencé. Et on est allé jusqu'à l'APS, donc quand même c'est une phase qui est assez avancée et assez poussée dans les études. Et on s'est rendu compte au moment de l'APS, on a fait une étude structurelle et avec des ferroscans, et on s'est rendu compte qu'en fait le bâtiment il a été fait de briques et de broc. En fait, il ne se portait pas tout seul. On se demandait déjà comment il arrivait à tenir. Il y avait du bois, du béton, du métal. Enfin voilà, c'était n'importe quoi. Et la réhabilitation était juste impossible. Donc du coup, on est parti sur un projet neuf. Un projet neuf qui du coup, on a gardé le dernier plancher existant, parce qu'il y avait quand même 2 niveaux de sous-sol existants dans le projet. Donc on va garder cette altimétrie-là. On est venu déconstruire certains espaces pour créer des grands patios qui vont faire en fait des jardins de plus de 100 mètres carrés, qui vont permettre en fait d'avoir des espaces de travail en sous-sol qui vont être éclairés naturellement et fonctionner extrêmement bien avec des volumétries qui sont très très généreuses. Et donc du coup, une très grande qualité d'usage encore une fois. Au rez-de-chaussée, donc on voit qu'on a retravaillé en fait ce carré parfait avec cette trame de 4,50 m par 4,50 m. Et l'idée, c'est vraiment de proposer une infrastructure. Voilà, donc l'idée, c'est de se dire, nous, on propose, quand on fait un projet neuf, on propose une infrastructure qui va pouvoir être réhabilitée, régénérée plus tard et qui va durer dans le temps. Et donc, du coup, on voit bien cette trame de 4,50 par 4,50, extrêmement vitrée, avec de la grande transparence. Et ce que vous voyez ici, c'est ces patios que j'aime beaucoup parce qu'ils sont disposés en turbine. Donc, ça fait un espèce de dynamisme aussi de plan et ça fonctionne assez bien. Et voilà le plan d'étage courant. Donc avec le noyau, j'aime beaucoup ce plan. En fait, on a mis le noyau à 45 degrés par rapport au carré, ce qui permet tout simplement en fait de régler beaucoup de problèmes, d'avoir des flux qui fonctionnent très bien et une réversibilité qui est possible plus tard. Les détails techniques. Donc voilà, quand on dit qu'on fait une infrastructure, on la fait vraiment. Et donc voilà, c'est tous les détails techniques de charpente métallique, tous les détails de synthèse entre le gros œuvre, la structure, les façades. Donc voilà, c'est des échanges et des échanges et des échanges pour que tout fonctionne bien. Ça, c'était en plan. Ça, c'est en coupe. Donc voilà, je vous ai passé les légendes, il y en avait beaucoup. Et ça, c'est la coupe perse qui synthétise un petit peu tous les ambitions de ce projet. Donc on voit bien les jardins de pleine terre. Donc voilà, vous êtes en sous-sol, mais vous avez des patios qui font plus de 100 mètres carrés, où il y a plein de choses et vous êtes extrêmement confortable. Cette nef centrale, donc on a une baleine. Et tous les plateaux de superstructures qui se développent avec un attique qui est un petit peu en retrait. C'est des questions de retrait, d'avoir une terrasse périmétrique en pourtour. Les photos de maquettes maintenant, avec une maquette à très grande échelle, au 50e. Donc on a fait toutes les petites poutres et tout ça. Ça a été un travail de longue haleine et c'est une maquette qui est extrêmement belle, qui a été faite à l'agence. Et voilà, cette dernière photo de maquette avec les différents détails et cette nouvelle infrastructure que l'on propose. Et merci. Je dois rester là ou... Oui. Voilà, oui, ça fonctionne. Merci beaucoup, Hélène Argibri. C'était super, c'était très inspirant, des très beaux projets, très convaincants. Et parenthèse, mais ça a son importance, je crois. Merci beaucoup pour toute la pédagogie aussi que vous mettez dans la présentation des projets. Et c'est pas rien de le dire parce qu'on on en voit beaucoup des conférences d'architectes, mais c'est chouette aussi de pouvoir aller au bout de l'explication pour tout le monde. Je dis tout le monde parce que, évidemment, il y a beaucoup d'étudiants qui sont là ce soir et peut-être que
un certain niveau de détail technique qu'on n'a pas forcément en étude, mais aussi pour les architectes et aussi pour les autres dont je fais partie. Et j'étais ravi de comprendre comment fonctionnait une reprise en sous-œuvre. Je vous avoue que c'était jusque-là pour moi un grand mystère. Je vais passer ce micro dans la salle voilà, pour que vous puissiez vous aussi réagir, vous aussi poser des questions. Alors je vous invite à lever la main bien haut pour que je puisse vous voir et vous amener le micro. Et il y a toujours ce petit moment de flottement, et en vrai, j'en suis très heureux, ça me permet de poser une première question. Mais ensuite, vraiment, je vous donne la parole. Non, peut-être de manière générale sur tous ces projets, c'est très convaincant la manière dont vous continuez d'une certaine manière le projet existant. On a un bâtiment et vous lui offrez une seconde vie qui est à la fois le prolongement de ce qu'il était et en même temps, c'est une adaptation à des nouveaux usages. Comment est-ce que vous pouvez vous assurer, c'est quoi l'élément qui vous fait dire je comprends ce bâtiment et mon projet est la continuité de ce qu'il était déjà. Qu'est-ce que ça implique d'une certaine manière, il y a un pari. L'architecte Jean Prouvé n'est pas là pour vous dire voilà, c'est ça que j'attendais dans le bâtiment. Et en même temps, j'imagine que ce n'est pas tout à fait au hasard non plus. Voilà, tous les choix que vous êtes amenés à faire. Est-ce qu'il y a une ligne directrice dans tout ça? La question est... Oui, je vous prends un peu de cours, on ne l'avait pas préparé, voilà, mais c'est... mais bien sûr, alors je vais essayer d'y répondre de manière intelligente. Le Jean Prouvé, très sincèrement, on a juste retrouvé le génie du lieu, en fait. C'est une position qui est très... on est très en retrait. Il n'y a pas de grands gestes, c'était pas du tout l'idée. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas la prétention de faire mieux que Jean Prouvé, pas du tout. Et c'est vraiment une attitude patrimoniale très raisonnée, en fait, Jean Prouvé. Donc, c'est s'inscrire à la suite, mais c'est vraiment... c'était vraiment tout ce travail qu'on a fait aux archives avec Michel Borjon et les équipes du Graal, d'inventorier l'ADN du bâtiment, de travailler avec tout ce qu'on a pu regarder, tout ce qu'on a pu trouver, et du coup de dire, il a voulu faire ci, il a voulu faire ça c'est un élément patrimonial, ça c'en est pas un, qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on fait? Donc le Jean Prouvé, c'est un exemple qui est assez atypique parce que c'est pas tous les jours, c'était un des derniers, donc voilà. Et il n'y a pas vraiment de ligne directrice. Et c'est juste la question c'est peut-être quand est-ce qu'on sait qu'on est juste, c'est ça? On sait qu'on est juste quand on le sait, je sais pas. Non, mais on sait qu'on est juste... Est-ce qu'il y a un moment peut-être avec deux voies à prendre, et on va en choisir une et il faut se fier à quelque chose. Est-ce qu'il y a des choix techniques à un moment qui sont faits on a cette possibilité ou cette autre possibilité-là. Dans un projet normal, évidemment, c'est le maître d'ouvrage va vous parler du budget et puis on choisira l'option budget. Là, il y a l'idée de continuer un bâtiment. Je sais pas, il n'y a pas une astuce, il n'y a pas une recette, un élément qui va ressortir pour faire les choix. Non, je pense que la beauté de l'architecture, c'est qu'en fait, on est contextuel et que du coup, tous les projets sont différents. Donc en fait, vous n'allez jamais faire, jamais, même si vous faites que du logement, vous n'allez jamais faire le même logement. Et du coup, c'est ça qui est beau. Et donc, du coup, à chaque fois, il faut vous réinventer, il faut vous reposer des questions, il faut à chaque fois recommencer. À chaque fois, c'est une feuille blanche, en fait. Et c'est ça aussi la beauté de votre métier. Oui, non, et juste pour préciser, vous citiez à l'instant l'équipe de Graal, et puis tout à l'heure, vous avez ouvert la conférence en présentant toutes les équipes qui vous entourent, au-delà de l'agence Ngivri. Est-ce que sur la réhabilitation en particulier, il y a des compétences nécessaires qui étaient peut-être pas dans votre formation d'architecte, qui sont pas dans le métier d'architecte, mais dont on a besoin aujourd'hui de s'entourer dans ces nouvelles manières de faire la ville sur la ville? Ouais, je pense que le métier d'architecte, on est des chefs d'orchestre en fait. Donc je pourrais jamais jouer aussi bien du violon que le premier violon, mais par contre, il faut que je sache lui parler. Et du coup, moi, ce que j'aime bien dans ce réseau d'experts, c'est pas d'aller chercher des bureaux d'études qui sont très généralistes ou qui font plein de choses. Je préfère aller chercher des spécialistes de chaque domaine qui vont du coup nous donner qui vont être les pros de leur domaine d'expertise. Et du coup, c'est là où vous allez pouvoir tirer le meilleur parti de vos collaborations en fait. Si vous prenez un violoniste qui fait aussi du piano et de la batterie et tout ça et tout, ça se trouve il est super, mais je préfère un super violoniste qui fait que du violon. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment de discuter avec tous ces gens et c'est passionnant parce qu'en fait, en architecture on apprend à être architecte, à l'école d'archi on nous apprend à être architecte et c'est déjà un grand mot. Et bien sûr, on ne sait pas tout en structure, on ne sait pas tout en façade, on ne sait pas tout en histoire, on ne sait pas tout en environnement, on ne sait pas tout en paysage, on ne sait pas tout en plein de choses. Et l'idée, c'est d'aller chercher vraiment les spécialistes
qui nous inspirent et avec qui on apprécie travailler. C'est vrai que les partenaires que j'ai présentés, c'est des gens avec qui on a l'habitude de travailler. Donc du coup, les ping-pong, on les aime et du coup, on a un vrai plaisir à échanger avec eux. Merci bien. Et alors voilà, cette fois je me tourne vers vous et notamment vers le fond de l'amphithéâtre pour vous donner la parole, madame. Et si vous voulez peut-être bien vous présenter, même si moi personnellement je vous connais, mais ça c'est une toute autre histoire, si vous voulez bien vous présenter pour qu'on puisse savoir d'où vient. Bonjour, alors Servan Verrecchia du groupe Verrecchia, donc on se connaît parce qu'en fait on était dans le jury des Materia Awards la semaine dernière et donc nous on est un promoteur spécialisé en construction de logements avec des façades en pierre de taille massive. Ouais. Donc je voulais savoir si tu avais déjà travaillé avec la pierre, comment tu vois les matériaux géosourcés, parce qu'on parle beaucoup du biosourcé. Et aujourd'hui, moi, mon travail, c'est de remettre à la mode le géosourcé, donc la pierre, la terre aussi. Et donc, comment tu vois l'avenir sur ces sujets-là? Vaste question. Oui, elle était pas mal la tienne aussi. Je voulais en rajouter une couche du coup. Ah oui, vous êtes sympa avec moi, c'est chouette. Non, du coup, alors les bâtiments en pierre, alors il se trouve qu'on en a un à l'agence et c'est un bâtiment de logement dans le 19e arrondissement, pas très loin d'ici, on est rue de Crimée, vers la place des Fêtes. Et les bâtiments en pierre, oui, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a une massivité, on a un matériau qui est géosourcé, donc du coup, voilà, qui est déjà voilà, très vertueux en termes de carbone et on a une certaine inertie et une épaisseur de la façade. Et c'est vrai que la pierre à Paris, c'est un sujet déjà, il y en a toujours eu, il y en aura sûrement toujours. Il y a énormément de projets en pierre qui se développent à Paris et ailleurs qui sont de très très bonne qualité, de très très beaux dessins, de très très belles réalisations. Et je pense que c'est une très bonne idée la pierre, oui. Voilà. Après, nous, dans les projets de réhabilitation que j'ai montrés aujourd'hui, c'est compliqué de venir ramener de la pierre dans des réhabilitations parce que c'est un matériau qui a une certaine massivité. Donc du coup, les réhabilitations, les restructurations, il faut voilà, pouvoir amener les choses et pouvoir les développer. Mais la pierre, je pense que c'est une très bonne idée. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Alors je me tourne à nouveau vers vous. Je vous invite à voilà, bien vous manifester pour continuer la discussion. Bon, c'est évident de le dire, mais on sait qu'il n'y a pas de mauvaises questions. On sait que voilà, on est tous un tout petit peu sachant et très ignorant, donc n'hésitez pas s'il y a quelque chose sur lequel revenir, mais aussi pour faire des commentaires, pas forcément des questions. On vous écoute et si vous voulez bien vous présenter également. Merci, bonjour, Elodie Pintec du groupe Quartus. Je m'interroge sur la maîtrise du budget dans de telles opérations. Est-ce qu'on est capable de définir tôt une enveloppe budgétaire? Comment est-ce qu'on la tient? Est-ce qu'on a beaucoup de surprises? Voilà, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui se découvrent aussi un peu au fur et à mesure des travaux. Donc, maîtrise du budget. Mais vaste question. La maîtrise du budget, ben oui, c'est une part importante de notre responsabilité en tant qu'architecte. Et bah forcément, donc, il y a toujours un budget et dans les réhabilitations, il y a forcément des aléas. En fait, dans les sous-sols, bon, on a beau faire des sondages, des choses et tout, on ne sait pas vraiment ce qu'on va trouver. Et donc, il y a une part d'aléas qu'il faut prendre en considération. Il y a une part d'aléas qu'il faut prendre en considération aussi sur des bâtiments remarquables. Voilà, et c'est aussi à la maîtrise d'ouvrage, voilà, je pense, de savoir jusqu'où est-ce qu'elle peut suivre et de bien anticiper le risque, parce que c'est vrai qu'il y a plus d'aléas que quand vous êtes dans un projet neuf, mais vous en avez aussi dans un projet neuf. Hein, les aléas font partie d'un chantier, c'est pour ça qu'un chantier, ça s'appelle un chantier, c'est pas un truc qu'on livre comme ça, et c'est quelque chose qu'on fait et qui se fait avec le temps. Et donc du coup, la maîtrise du budget en réhabilitation, c'est une question qui est structurante, mais voilà, après, il y a des aléas de chantier, mais il y a des aléas de projet aussi. Donc l'idée, c'est de toujours avoir ça en tête et puis de travailler, d'avoir des astuces pour retrouver des choses, retrouver tout ça pour que ça fonctionne, quoi. Dites-moi si c'est pas clair. Je crois que c'est tout à fait clair, mais on se tourne vers... Oui, c'est clair. Oui, rebonsoir. Moi, ce serait plutôt juste une remarque et je suis vraiment très heureux que ça se passe dans une école d'architecture. C'est que cette conférence, elle témoigne de deux choses. À la fois que la rénovation, la réhabilitation
je crois que c'est Philippe Prost qui disait, je ne sais pas s'il est encore parmi nous, dans un article, c'est vraiment, en tout cas c'est comme ça qu'il le disait, un Eldorado aujourd'hui pour les architectes dans la liberté que ça peut offrir. C'est à la fois une contrainte, évidemment, parce qu'on travaille dans un existant, mais à la fois, ça permet de sortir d'un certain nombre de normes, comme tu l'as dit, et que ça offre justement plein de possibilités qui ne seraient peut-être pas aussi facilement jouables dans une construction neuve. Et l'autre point important, et je pense que pour les étudiants, ils l'ont bien compris, c'est la question technique alors justement, c'est une question, cette appétence quand même pour le chantier qu'on a senti, plus que pour le tractopelle simplement, mais d'où ça vient? Enfin, est-ce que c'est lié justement à ces projets ou est-ce que depuis le début, il y a une envie de plonger dans la complexité de cette technicité qui est nécessaire et qu'on a vraiment découvert dans les différents projets que tu as présentés? Cette appétence pour la complexité, non, moi j'aime bien les choses simples, hein, mais des fois quand on m'appelle c'est que des choses compliquées, donc il faut bien les résoudre. Non, cette appétence pour le chantier, je pense que ça vient quand, en faisant les choses en fait, quand on commence, on fait nos premiers projets, on les voit se réaliser, on voit qu'en fait ce qu'on a dessiné ça fonctionne, que c'est super bien, que les paris d'espace, de lumière, de matière qu'on avait fait fonctionnent et il y a une espèce de trucs qui cliquent, quoi, et c'est génial et c'est passionnant. Et les projets que je vous ai présentés ce soir, c'est des aventures en fait. Alors Murmure, c'est une épopée, mais Orion, voilà, c'est quand même un bâtiment remarquable, c'est une aventure qui est magique. Et ben, on a envie de la suivre. On a envie de la voir, de regarder les choses se faire, d'être en cellule de synthèse, de discuter avec les entreprises, de dire non, moi je veux que la masse vue ce soit comme ça, je veux que le détail ce soit comme ci, ce soit comme ça. Et on discute. Et il y a bien sûr mon équipe qui est là avec moi pour mener les choses et challenger les choses pour que, encore une fois, avoir la meilleure architecture possible et défendre ce que Pierre-Louis Fauci m'a appris, c'est la qualité architecturale. Voilà. Ah. Bonsoir. Merci pour la présentation. Elle est chouette. Klaas de Rijk, bureau d'études Bollinger Groman. J'ai une question. C'est actuellement, on parle beaucoup de la réhabilitation comme effectivement un vecteur de développement pour avoir moins d'empreinte carbone. J'ai vu un certain amour pour les poteaux et les poutres, ce qui m'a bien plu, bien sûr, mais maintenant, quand on voit les opérations de reprise en sous-œuvre, d'aller dans les sous-sols, dans les caves, c'est pas très léger. Voilà. Et du coup, enfin, il y a une complexité maintenant, parce qu'on sait tous pour en faire l'exercice d'empreinte carbone sur ces opérations, c'est pas très évident. Et je me demande quelles seront les mesures sur lesquelles on va pouvoir dire que c'est vraiment bien moins carbonaté qu'une solution neuve. En fait, c'est pas si évident parce que je pense que là, actuellement, tout le monde dit « Ah, mais c'est ça, il faut que rénover. » Par contre, à mon avis, c'est pas toujours, dans tous les cas, ni souhaitable, ni forcément la bonne réponse. Donc, je me demande si toi, tu as déjà pu déceler, parce que dans les exemples, je pense que c'est des très bels exemples et tu te permets aussi de faire des grandes ouvertures pour vraiment rendre utilisables les projets. Et je me demande qu'est-ce qu'on va se donner comme règle si ce n'est pas l'empreinte carbone. Parce qu'on a beaucoup d'espoir là-dedans, mais c'est peut-être pas forcément si évident en fait. Alors la question du carbone, elle est essentielle, on la connaît tous. Mais le carbone, c'est aussi beaucoup de calculs, beaucoup de choses, beaucoup de tableaux Excel, beaucoup de calculs d'environnement. Mais en fait, un bâtiment existant, il a encapsulé du carbone du passé. Et du coup, le démolir et le reconstruire, je pense qu'il y a vraiment voilà, quand on a encapsulé du carbone du passé, c'est quand même compliqué de se dire je vais mettre tout ça par terre et faire un projet neuf. Après, bien sûr, le programme de Murmure, c'est réinventer les sous-sols et c'est des ouvrages qui sont des ouvrages qui sont ouvrageux. Mais du coup, on est quand même sur des volontés environnementales qui sont assez fortes. En fait, comme c'est un réinventé Paris, enfin, je l'ai pas dit parce que c'est pas aussi fort. Orion, c'était vraiment une volonté de la maîtrise d'ouvrage, de vraiment tac. On n'est pas là, on était vraiment tout là-haut. Mais Murmure, on a quand même des ambitions environnementales qui sont au-delà des labels de la réhabilitation. Donc, on est quand même sur une question du carbone qui est très correcte malgré tout ce qu'on fait et tout ce qu'on propose. Donc oui, après un moment, c'est vrai qu'il faut se poser la question de où sont les limites de la réhabilitation. C'est un petit peu le dernier exemple que je présentais où en fait, là, c'est très sincèrement, moi je préfère garder, enfin je veux dire, je sais pas,
il y a des choses qui sont là, on travaille avec, ça fait aussi partie du game, j'ai envie de dire. On est la question de la tabula rasa, comme on voit dans les années 70 avec la dalle Beaugrenelle, je pense que c'est terminé aussi ce mouvement-là. Et nous, on est des générations, il faut qu'on fasse avec l'existant. Et c'est plutôt légal, parce qu'en fait, l'existant, il a plein de contraintes, plein de choses. Enfin, vous avez vu, moi, c'est une source d'inspiration qui est absolument magnifique. Mais pourquoi est-ce qu'on on fait un projet neuf dans le dernier bâtiment que j'ai présenté? Parce qu'en fait, on ne pouvait pas le réhabiliter. Et je pense que c'est un peu ça aussi les choses qu'il faut faire, c'est de se dire, voilà, ben, est-ce qu'on réhabilite? Peut-être, tu as raison, peut-être il faut se dire, est-ce qu'on ne fait pas un bilan carbone aussi au départ? De se dire, voilà, réhabilitation, pas réhabilitation, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on arrive à faire? Mais, tu vois, Murmure, un bâtiment des années 30, ok, il n'est pas classé, il n'est pas patrimoine, il n'est pas machin, mais bon, il est quand même super beau, quoi. Et moi, je me dis, le casser, c'est quand même... Enfin, moi, perso, je le fais pas, quoi. Donc, voilà. Mais je pense que oui, c'est une bonne question du carbone et de se dire, voilà, peut-être on pourrait faire dans des départs de projet, quoi. Tous les IMO, je serais ravis de faire le bilan avant-après, de regarder ce que ça veut dire. Je pense qu'on a encore le temps pour une ou deux questions. Alors, c'est le moment de lever la main. Ça ne veut pas dire que les dernières questions doivent être les plus intéressantes ou les plus précises. Là encore, on a encore tous les droits sur toutes les questions. Mais voilà, je pense que c'est des moments, bon, même si encore une fois, juste après, on boit un verre et on discute de façon un peu plus informelle, mais c'est toujours beaucoup de choses qui naissent aussi de ces petites discussions d'après-conférence. Je laisse volontairement ce petit moment un peu malaisant parce que c'est là où il y a quelqu'un qui hésitait et qui finit par lever la main. Et ben voilà, il est là, regardez. Benoît Jean-Claude, du coup, architecte. J'avais une question sur l'adaptation aux normes. Quand je vois le projet de Courcelles et son enclavement et la mixité logement-bureau, j'imagine qu'il y a un gros sujet de sécurité incendie. Ouais. Quel est ton regard vis-à-vis de ça sur ce que demande la réhabilitation en adaptation de l'existant, donc que ce soit de l'adaptation aux normes techniques ou de l'adaptation de la réglementation de sécurité incendie, par exemple? Attends, j'ai pas compris la question. En fait, quel est ton regard par rapport à la réhabilitation et le fait qu'on soit toujours dans des cadres atypiques et que la réglementation en sécurité incendie, par exemple, dans ce cadre-là, est assez compliquée à adapter avec une instruction de permis de construire, j'imagine, où les pompiers ont dû râler parce que les issues de secours n'étaient pas bien réparties, etc. Enfin, je ne sais pas si c'est plus clair. Tu sais pas, c'est quoi que j'entends? Si c'est plus clair. Ouais, c'est clair. Là, ouais. Non, bien sûr, la question quand on fait muter un bâtiment, la question de la mise aux normes, c'est aussi, c'est pas juste la mise aux normes des espaces, la mise aux normes de la lumière, la mise aux normes de la végétation, des labels environnementaux. C'est bien sûr les mises aux normes techniques de sécurité incendie. Alors Courcelles, c'est assez marquant parce qu'il y a juste une façade et il y a tout un monde qui se passe derrière. Mais Orion, c'est galère aussi, hein. C'était pas simple. Un bâtiment sur une dalle avec des poteaux relais un peu n'importe comment et un truc des années 70 et des pompiers qui sont pas forcément cool non plus. Donc en fait, c'est juste Courcelles, je pense que c'est plus éloquent, mais il y a dans tous les projets de réhabilitation, Murmure, en fait, ça c'est un beau projet de sécurité incendie. Quand on est allé à la préfecture de police pour l'instruction du permis de construire, donc on est venu avec nos dossiers. Et je sais pas si t'es sûrement allé à l'APP, donc c'est une salle absolument charmante. Et puis et là, il y a tous les architectes de sécurité qui se sont levés et qui ont regardé le projet. Et en fait, Murmure, c'était le concours d'entrée des architectes de sécurité. Donc du coup, ils connaissaient déjà le bâtiment. Donc du coup, voilà, donc Murmure, c'est un vrai challenge avec plein d'atriums qui s'entrecroisent et c'est extrêmement technique. Mais du coup, oui, ça, c'est des questions, j'en parle pas là parce que c'est très technique et franchement, mais je pense que c'est bien sûr qu'il faut les résoudre, bien sûr, c'est tout le challenge en fait, c'est de se dire, on fait avec la technique et la technique, c'est aussi la sécurité incendie, c'est aussi la réglementation, c'est aussi voilà, les 30% d'ouvrants pour la RT, c'est aussi plein de choses. Et on fait avec, et en fait tout ça c'est une contrainte, mais j'ai envie de dire il y en a tellement dans tous les projets qu'on fait, que ce soit quand on réhabilite un appartement ou qu'on fasse des projets de plus grande envergure, des contraintes on fait qu'avec ça, et l'idée c'est d'arriver à faire avec et de faire en sorte qu'on les twiste, et en fait on va au-delà, et en fait ça n'apparaît plus comme des contraintes. Mais oui, si tu veux, on prend un verre et que j'explique la sécurité incendie de Courcelles, il n'y a aucun problème, mais j'en ai pour un quart d'heure, je pense que ça n'intéressait personne, mais oui, c'est un vrai challenge, mais ça marche.
Mais je t'expliquerai où sont les poteaux et les trucs. Et pourquoi le rez-de-chaussée il est en pâte de poulet. Parce qu'en fait, pour que le pompier il puisse aller directement à la porte la plus proche, ça c'est aussi des contraintes. Mais en fait, ça fait partie de tout. Voilà. Comme quand Jean Prouvé a construit sur une dalle, il y a des contraintes. On construit, il y a tout le temps des contraintes en fait. Et il faut s'en jouer, il faut s'en amuser. Et il faut les traiter, même si elles sont dures et parfois un peu drastiques et un peu chiantes. Mais ça fait partie du game. J'adore les mots de conclusion quand ils claquent, ça fait partie du game. On va s'arrêter là. Et par la même occasion, on va prendre cette invitation au beau. On va tous aller boire un verre et discuter sécurité incendie. Alors on a même un peu plus d'un quart d'heure, alors on en profite. Merci beaucoup, un grand merci Léonard Dubreuil.